Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à la formation de la logistique 4.0 présentée par GCL. Je m'appelle Andrew Mourkous, je suis un conseiller chez GCL, j'ai un bac en urbanisme, je suis certifié Six Sigma Yellow Belt et j'ai plus de 10 ans d'expérience dans l'industrie, entre autres chez Metro, Sobeys et Good Food. J'ai travaillé là-bas dans plusieurs rôles et sur plusieurs projets dans plusieurs départements. Alors, GCL est un cabinet de conseil spécialisé en logistique et dans la chaîne d'approvisionnement. Fondé en 1985 avec 35 années d'expérience, la société a une présence internationale avec des bureaux à Montréal, Miami, Paris, Casablanca et Sao Paulo. Et GCL a complété plus de 3000 projets dans différentes industries telles que l'alimentation, la distribution, le e-com, la bière, le commerce du détail et plusieurs autres. Et notre expertise se définit dans 5 pôles. Un qui est la logistique, la distribution, la formation, le coaching, l'intégration des systèmes d'information, l'achat et la planification de la demande et finalement l'optimisation de réseaux de distribution et de transport. Alors le cours aujourd'hui va être séparé en 4 étapes. La première qui va être l'introduction. On va faire une petite introduction sur c'est quoi la logistique et c'est quoi la logistique 4.0. Par la suite, on va regarder le statut de la logistique au Québec. Ensuite, on va être dans les 4 grands axes d'optimisation et finalement la conclusion du cours. Alors, dans la chaîne d'approvisionnement, comme vous pouvez voir dans l'image, en général, il y a 6 étapes majeures, disons. Un qui est la création du raw material, qui est l'étape 1. Ensuite, le manufacturier dans l'étape 2. Étape 3 et 4 qui sont la logistique, alors le transport et la distribution qui est le point 4. Ensuite, le point 5, c'est la vente envers le client qui est le magasin. Et finalement, du magasin vers le consommateur. Et juste une petite définition pour vous expliquer un peu c'est quoi la logistique. C'est la coordination détaillée d'une opération complexe impliquant de nombreuses personnes, installations ou fournitures. Alors, les 4 révolutions industrielles dont on parle, pour ceux qui ne savent pas d'où ça vient le terme, premièrement, la première révolution industrielle qui a eu lieu en 1765, qui était la production mécanique, portée par la machine à vapeur. Ensuite, on a eu la production de masse en 1870, qui était poussée par l'énergie électrique et pétrolière, et ça peut sembler familier quand on pense aux lignes d'assemblage Ford. Ensuite, en 1969, on a eu la troisième révolution industrielle, qui est la production automatisée. Dans le secteur automobile, on a commencé à avoir de plus en plus ce type d'automatisation dans les années 70, 80 et 90. Vous pouvez sûrement les voir quand vous pensez aux machines qui peinturent les autos ou qui assemblent même des véhicules. Et finalement, la quatrième révolution industrielle qui est aujourd'hui l'Internet des objets, l'intelligence artificielle, le big data, le stockage cloud et ainsi de suite. Pour entrer plus en détail, le terme Industrie 4.0 est apparu la première fois en 2011 au Forum mondial de l'industrie de Hanovre. L'industrie 4.0, appelée également usine du futur ou quatrième révolution industrielle, se caractérise fondamentalement par une automatisation intelligente et par une intégration de nouvelles technologies à la chaîne de valeur de l'entreprise. Ce qui veut dire, c'est que, en autres mots, vraiment simple, c'est vraiment la connectivité entre tous les systèmes et les machines. Ensuite, on regarde un peu les défis. C'est quoi que les défis que les personnes qui travaillent dans cette industrie-là, qui travaillent en logistique, c'est quoi les défis qu'ils ressentent dans leur travail de chaque jour, dans leur day-to-day? Et chaque année, il y a un salon de supply chain et de logistique où ils font un sondage auprès des invités. Et d'habitude, les invités ils peuvent varier des conseillers, ils peuvent être des présidents de compagnie ou juste des opérateurs même. Et à la fin, ils prennent tout le sondage et ils compilent les résultats. Et à la fin de ce sondage-là, les résultats qu'ils ont eu concernant les défis des compagnies, essentiellement, c'est l'embauche des travailleurs qualifiés en première place. Deuxième place, c'est les exigences des clients pour des coûts et les prix de livraison inférieurs. L'embauche de travailleurs qualifiés est un problème que tout le monde ressent dans l'industrie présentement. Que vous soyez au Canada, au Québec, Toronto,
que vous soyez aux États-Unis, c'est vraiment des problèmes majeurs que tout le monde ressent. Et en plus de ça, il y a tout l'effet Amazon à rajouter par là-dessus comme défi, que les demandes des clients sont de plus en plus pointues et les clients sont de plus en plus exigeants aussi. Ensuite, on va regarder des statistiques concernant la logistique et qu'est-ce que le monde prévoit à arriver dans les prochaines années. Et on va lire juste quelques-unes simplement. Fait que la première, 55% des activités humaines du domaine manufacturier pourraient être automatisées. Ça veut dire qu'une personne sur deux, le travail pourrait être automatisé. L'importance des fichiers Excel réduira de 54% à 27% d'ici les 5 prochaines années. Et aussi un autre qui je trouve vraiment important, c'est que le retour sur l'investissement des technologies et processus 4.0 est estimé d'être entre 2 à 5 ans. Ça, c'est toutes des statistiques qui sont vraiment intéressantes et pertinentes, puis il doit vous faire penser à vraiment à vous regarder dans le miroir pour voir est-ce qu'on est correct, est-ce que ce qu'on fait c'est bien ou c'est pas bien, ou est-ce qu'on peut s'améliorer encore plus. Ensuite, ici, il faut se poser aussi une question. Pourquoi prendre le virage 4.0? Et avant de prendre n'importe quelle décision, il faut comprendre qu'il va y avoir des avantages à n'importe quelle décision ainsi que des défis. Quelques avantages majeurs en prenant le virage 4.0 et commencer à penser à automatiser ou impliquer ou implanter des solutions. Un, ça va être l'amélioration du niveau de service global avec les clients, la réduction des coûts globaux d'opération. Vous allez être capable de faire une prévision des demandes clients plus exactes. Et finalement, vous allez être capable d'appliquer plus des éléments de santé et sécurité et s'assurer de la santé et de la sécurité de tous vos employés. Comparé, versus ces avantages, on a des défis aussi qui sont liés. Les défis, premièrement, un que je trouve qui est vraiment majeur, c'est la gestion des périodes de pointe. On sait tous que les Black Friday et les Boxing Day, pour le monde qui travaille en distribution, c'est vraiment quelque chose de difficile. C'est une période difficile à passer à travers, mais aussi qui est une période très importante. On a aussi les impacts de l'effet Amazon. C'est des termes qu'on entend souvent, mais c'est un peu eux qui gèrent les tendances du client et les demandes du client. Et les autres industries n'ont pas vraiment le choix que de suivre. Et finalement, on retourne encore à la pénurie de la main-d'œuvre et leurs nouvelles qualifications. Alors, si on met un système d'automatisation, il faut s'assurer que la personne qui va gérer ce système-là est qualifiée pour le faire aussi. Au Québec, on est vraiment en mode rattrapage comparé à l'Europe et les États-Unis concernant plusieurs éléments. Premièrement, les équipements de manutention. Il faut qu'on s'assure d'avoir les bons équipements et aussi que l'équipement fonctionne dans leur pleine capacité, que ce soit des transpalettes, des monte-charges ou des chariots de pige. Ensuite, les systèmes d'information. Il faut qu'on s'assure d'avoir le bon système pour la bonne tâche et pas seulement un système qu'on a acheté il y a 10-15 ans et avec le temps, on a juste fini par le patcher pour qu'il fonctionne, mais on sait tout qu'il fonctionne essentiellement pas à sa pleine capacité. Ensuite, on tombe dans la productivité et sa gestion. Il faut s'assurer de faire de la gestion de productivité pour être en mesure de se mesurer pour s'améliorer. On sait que ceux qui ne se mesurent pas ne s'améliorent pas. Les interfaces clients avec les fournisseurs, ça aussi c'est un élément qui est important à considérer. Toute la communication qui est faite entre clients et fournisseurs à travers le système a besoin d'avoir des bonnes interfaces pour la communication. Dans le temps, ces types de communication-là étaient faites via des fichiers Excel qui étaient envoyés par courriel, par téléphone ou par fax. Aujourd'hui, en 2020, ces technologies-là, ces façons de faire-là ne sont plus vraiment appliquées. Ils ont été remplacés par des interfaces clients et fournisseurs. Et finalement, la mécanisation et l'automatisation. Ça, on sait tout, il faut savoir mettre la bonne solution pour exécuter la bonne tâche. Pas juste dire, moi, je veux tel système pour mes opérations parce que j'expédie des boîtes. Non, chaque système a besoin d'être un bon fit avec les profils de commande et les profils d'inventaire. Alors, les 4 grands axes d'optimisation sont les retours à la base, les systèmes d'information, l'automatisation et l'intelligence artificielle. C'est sûr, chacun de ces éléments-là a beaucoup d'éléments reliés.
Par contre, on va faire un petit survol, premièrement, du retour à la base. C'est quoi qu'il faut faire, comment qu'il faut se regarder dans le miroir, c'est quoi qu'il faut évaluer. Ensuite, on va regarder les systèmes d'information, c'est quoi le système et à quoi ils servent. Par la suite, le point 3, on va regarder c'est quoi les automatisations qui peuvent être appliquées pour quel type de distribution. Et finalement, l'intelligence artificielle et comment est-ce que l'intelligence artificielle peut vous aider dans vos opérations. Alors, les grandes règles pour faire le retour à la base, c'est premièrement, prioriser la santé et sécurité. Il ne faut pas négliger, c'est important, vos employés travaillent pour vous, il faut s'assurer qu'on leur donne un bon endroit qui c'est sécuritaire pour eux, où ils peuvent rentrer chez eux après et pas être blessés. Ensuite, ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. On parle souvent de la productivité et des KPI, mais pour être capable de s'améliorer, il faut savoir où est-ce qu'on est aujourd'hui pour savoir où est-ce qu'on veut aller demain. Fail fast, c'est correct d'échouer, mais il faut par contre, par la suite, évaluer ce qui a bien été, ce qui a moins bien été et s'améliorer dans ce sens-là. Et aussi, la communication et l'implication, ça, c'est des éléments de base de la gestion de changement qui ont besoin d'être mis dans n'importe quel projet pour s'assurer que l'implantation se fait bien. Alors, le premier élément, la santé-sécurité. L'ergonomie et la santé-sécurité au travail doivent être vraiment au centre de toutes vos initiatives. Alors, si on va mettre un nouveau système, il faut s'assurer de rassurer les employés et le monde qui travaille avec ce système que c'est un système sécuritaire. Et pour ça, il y a plusieurs éléments à considérer. L'ergonomie, la santé-sécurité essentiellement, et aussi l'organisation de travail. Pour l'ergonomie, il faut regarder, les poids des produits, s'assurer que les bons produits sont placés aux bonnes places. La vélocité des produits ABC, en termes de vente, dimension, fragilité, stackabilité et aussi le poids comme mentionné. Les types d'équipements qui vont être utilisés pour faire la manutention et la pige. Et aussi les hauteurs des tables, des convoyeurs et les postes de travail. Ça, c'est tous des éléments qui sont vraiment importants pour l'ergonomie au travail. Ensuite, la santé et sécurité. Il faut s'assurer d'avoir une bonne culture de santé et sécurité, que les allées et l'entrepôt et le centre des distributions sont bien illuminés, qu'on fait une bonne maintenance des équipements roulants et de tous nos équipements aussi, et s'assurer d'avoir une présence d'équipements de sécurité OK, que ce soit des zones assurées, des déflecteurs, des miroirs pour voir qui sort des camions, ou juste des barres jaunes pour indiquer qu'il y a un arrêt ici ou de faire attention. Et aussi la protection des passages piétonniers, que ce soit par de la peinture ou juste une zone assurée. Et finalement, de l'équipement de protection personnelle, que ce soit des lunettes, des gants, des capes d'acier ou des casques. Et ensuite, pour l'organisation du travail, la propreté, les règles de ménage, les règles de circulation et un environnement 5S en termes de santé, sécurité et d'efficacité peut amener beaucoup d'avantages. Alors, pour les processus de pige et les processus de réapprovisionnement et les processus de réception, c'est vraiment important de bien les définir et bien les définir aussi, juste pour qu'on puisse optimiser les formations et faire de la formation efficace. Ce que ça veut dire, c'est que, disons, j'ai un nouvel employé qui commence aujourd'hui. Si je lui donne un SOP ou un Work Instruction qui a été défini pour un des éléments, ou une des tâches à faire, mais il doit être capable de le prendre, le lire et aller exécuter le travail requis sans faire d'erreur. Fait que c'est vraiment s'assurer d'avoir les bons processus pour les bonnes tâches pour que ceci soit fait le plus efficacement possible et aussi pour faciliter la formation telle que mentionnée. Les processus peuvent être indiqués, comme j'ai dit, en format de SOP ou en Work Instruction et il doit vraiment être détaillé le plus possible pour être capable de donner à n'importe qui pour exécuter le travail. Ensuite, la gestion de l'inventaire, ça, pour moi, c'est un des éléments les plus importants ou même l'élément le plus important autre que la santé et sécurité. Parce qu'une bonne gestion d'inventaire n'est pas gérée seulement par l'équipe d'inventaire, mais plusieurs départements le touchent et ont un lien direct avec. Par exemple, les achats, le transport, la mise en marché et beaucoup d'autres. Et aussi, il est important de s'assurer que tous les niveaux d'inventaire soient exacts et précis pour ne pas faire des BO. Ce que ça veut dire, c'est qu'à gauche ici, par exemple, il y a des stratégies, il y a des processus ou des moyens de travail, des façons de travailler pour vraiment avoir une bonne saine gestion de notre inventaire. Ce qui veut dire, c'est que pour faire une bonne rotation, il faut s'assurer de
d'enlever les dead stocks, déplacer les slow movers ailleurs et vraiment faire une gestion des produits saisonniers. Et aussi pour réduire nos niveaux d'inventaire, évaluer nos politiques d'achat, c'est quoi les deals qu'on achète et combien de semaines d'inventaire qu'il faut qu'on garde par produit et type de produit. Ça, c'est tous des éléments qui vont vous aider à gérer la capacité de votre distribution et de votre entrepôt. L'autre élément aussi, c'est les décomptes cycliques. Les décomptes cycliques, c'est quelque chose qui est souvent mis de côté, juste parce qu'on n'a pas les capacités. Mais on s'entend que les décomptes cycliques assurent vraiment une bonne rotation d'inventaire et assurent une bonne gestion d'inventaire. Si on sait exactement le compte par produit qui est où dans un certain local, on ne va pas être obligé de l'acheter en trop ou acheter en moins. On va avoir le compte exact pour les ventes à venir. Ensuite, la qualité de l'information est la base pour pouvoir améliorer un processus complet. La plupart du temps, c'est un élément qui n'est pas considéré essentiel jusqu'au point où est-ce que nous l'avons besoin pour faire de l'amélioration. Les dimensions des produits, les poids, les localisations, ça, c'est tous des éléments qui sont vraiment, vraiment importants avant de faire n'importe quel changement ou amélioration. Par la suite, on tombe dans l'identification des produits. On a expliqué comme quoi que l'inventaire a besoin d'être bon, les éléments de santé et sécurité ont besoin d'être là et il doit avoir des bons processus de travail. Par la suite, on va regarder comment est-ce que tout ça se connecte pour la pige. Il faut s'assurer, que les locaux sont bien identifiés, que ce soit les allées, les locaux de pige. Puis comme vous voyez ici, il y a plusieurs moyens d'identifier des locaux de pige ou même des allées sur le quai de réception ou le quai d'expédition. Ils peuvent être mis par des bandes magnétiques, sur des fils, collés directement ou juste des pancartes dans les bouts d'allées. Et aussi, comme vous regardez à la droite, les étiquettes sont aussi un élément qui sont importants pour l'identification. Le monde qui travaille sur le quai, vos chargeurs et même chez les clients, si vous travaillez avec des fournisseurs, c'est vraiment un élément qui est visuel, qui aide à voir quel client se trouve où, c'est quoi la quantité, est-ce que c'est la bonne étiquette sur la bonne palette. D'autres industries, d'autres compagnies aussi utilisent des étiquettes de couleurs différentes pour les jours de livraison différentes aussi ou pour les zones de livraison différentes. Ça aussi, c'est un élément qui peut être appliqué. Aussi, du RFID, ça aide à faire de la traçabilité et aussi de s'assurer qu'on est au bon endroit au bon moment. Et on a des équipements pour faire la lecture de cette identification-là, que ce soit des PDT ou des gladiateurs. Alors, le slotting aussi, ça, c'est un autre élément qui va vous aider à optimiser votre entrepôt et vraiment travailler efficacement. Et il y a vraiment des éléments considérés quand on fait du slotting. Puis, ces éléments sont où la famille ils peuvent être utilisés ensemble ou même séparés. C'est tout le temps mieux de les utiliser le plus possible ensemble. Peut-être pas tout, mais quand même quelques-uns, dépendant de la stratégie, dépendant de votre profil de commande. Et à la droite ici, ce que vous voyez, c'est un peu les élévations qui ont été faites par rapport au slotting. Fait qu'une fois qu'on sait, ça va être quoi la hauteur des palettes, ça va être quoi la hauteur des palettes entrantes et aussi comment on va faire l'entreposage de nos produits, on peut faire de l'élévation comme ça. Cette élévation-là et ce plan de slotting-là va nous aider à faire, premièrement, un block layout comme que vous voyez à la gauche ici. Ce block layout-là va vraiment décider le plan high level, de voir qu'est-ce qui va aller où en termes de flux, en termes de, pas de produits spécifiques, mais en termes de tâches de travail. Une fois que lui est fait, le block layout est fait, puis on a notre slotting ABC, on peut faire vraiment un slotting dans AutoCAD comme que vous voyez dans l'image en bas. Ensuite, cette image-là pourrait être transformée en image en analyse 3D sur un software qui s'appelle Revit. C'est le même plan, mais en 3D, on est capable de voir vraiment les élévations. Et finalement, on a ce qu'on voit ici à la droite, ce qui s'appelle un heat map. Basé sur les produits, les mouvements de ces produits-là, on est capable de savoir c'est où les produits qui se déplacent les plus souvent, moins souvent et pas du tout. Et finalement, on tombe dans les rôles et responsabilités. En évaluant chaque rôle et responsabilité de vos ressources, vous allez être capable de définir le besoin de chaque personne et vraiment éliminer les tâches à valeur non ajoutée.
Vous allez voir plusieurs personnes font des tâches depuis vraiment longtemps parce qu'ils ont été formés dessus d'une certaine manière et le statu quo n'a jamais été challengé ou changé. Quelqu'un leur a formé sur une tâche, bien, ils répètent la tâche de la même façon, de la même manière depuis 10-15 ans. Puis ça, c'est vraiment des problèmes en termes d'efficacité pour les opérations. Alors, ensuite, on tombe dans les systèmes d'information. Plusieurs systèmes existent pour faire plusieurs tâches différentes. Ces systèmes-là peuvent tous travailler, peuvent être tous connectés ensemble. Mais les systèmes majeurs qu'on va regarder aujourd'hui, bien, ça va être les WMS, les Warehouse Management Systems. Ça, c'est la gestion à l'intérieur de l'entrepôt. Ensuite, les TMS, ça, c'est la gestion qui est faite avec la gestion de l'entrepôt, mais plus spécifiquement sur la route, que ce soit pour vos chauffeurs, que ce soit pour vos camions, savoir ils sont où vos camions, savoir ils sont où vos chauffeurs, les taux que vous payez, vos lignes de conduite, tous les éléments qui concernent le transport même peuvent être gérés par un TMS. Et finalement, bien, un WES et un WCS, qui sont des Warehouse Control System et Execution System. Ça, c'est des systèmes qui s'intègrent avec les WMS et les solutions automatisées pour vraiment faire le lien entre les deux. Pour faire l'implantation d'un projet ou d'une solution, tel que mentionné des WMS ou TMS, le processus même il est un peu long et complexe, mais très efficace. On va passer quelques étapes. Après avoir justifié c'est quoi qu'on a besoin et le problème à résoudre, bien, on va vraiment faire une analyse fonctionnelle de savoir c'est quoi les besoins qu'on a. Ensuite, on va créer un RFQ qui va avoir toutes les particularités et les exigences du client. S'il y a vraiment quelque chose de spécifique à ce client-là, doit être indiqué dans le RFQ. Une fois le RFQ créé, bien, il est envoyé chez des fournisseurs qu'eux, ils font des démos, qui par la suite, bien, on va nous choisir avec le client une liste des top 3 sur lesquels on va analyser des réponses et faire une sélection finale. Par la suite, faire les tests et modifications. Ça, c'est vraiment pour moi l'étape la plus importante du processus parce que c'est à cette étape-là qu'on va travailler avec les développeurs et les architectes de solutions pour s'assurer que le système est fonctionnel à 100% pour le client. Toutes les exigences et toutes les particularités doivent être adressées à ce point-là. Une fois que ça c'est fait et qu'on voit que le système est fonctionnel, bien, il va être implanté et par la suite intégré avec les autres solutions déjà existantes. Et finalement, bien, ça va être le temps pour le go live et le suivi du post-mortem du projet. Et concernant les WMS, c'est sûr, il y a plusieurs solutions qui sont disponibles et toutes les solutions sont bonnes. C'est juste qu'il faut s'assurer de prendre la bonne solution qui est bonne pour vos opérations. Tous les systèmes vont venir avec des solutions ou des fonctionnalités de base, mais il y a aussi d'autres fonctionnalités qui sont vraiment pertinentes pour vous dépendant de votre industrie. Par exemple, la mise en localisation dirigée, la gestion des seuils de réapprovisionnement, les différentes configurations de processus, les séquences de chargement, du slotting dynamique, la gestion de la productivité et finalement bien, les tableaux de bord. Ça, c'est des KPI et des critères de performance que vous allez être capable de voir sur vos employés et sur vos opérations. Et ensuite, bien, les fonctionnalités TMS, juste comme le WMS, il y a des fonctionnalités TMS de base aussi qui sont incluses, mais il y en a d'autres qui sont vraiment intéressantes à considérer, comme les gestions des rendez-vous avec les interfaces clients, le suivi en temps réel des expéditions, les proof of delivery, les photos, les instructions spéciales à la livraison, l'optimisation des routes et vraiment la notification du client pour lui aviser que la livraison est en route ou la livraison a été faite. Ensuite, la traçabilité dans les entrepôts et dans les opérations, c'est un élément vraiment important parce que ça va éviter des pertes d'efficacité. Ce que je veux dire, c'est que si vous cherchez votre tablette ou si vous cherchez un équipement roulant, bien, si vous ouvrez votre logiciel qui fait votre traçabilité, bien, tout de suite, vous allez être capable de savoir où il se trouve dans l'entrepôt ou sur la route. Et de deux, vous allez être aussi capable de faire la gestion de votre maintenance préventive. Alors, si vous savez qu'un camion, le 22 avril, il va être à Montréal, mais déjà en partant, vous pouvez planifier le 22 avril que ce asset-là ne pourra pas se déplacer ailleurs puisqu'il y a de la maintenance déjà planifiée pour. Et ça, c'est des éléments vraiment importants quand vous avez une grande flotte,
que ce soit de matériel roulant, d'équipements électroniques ou vraiment une grande flotte de livraison. Et finalement, on tombe dans les transactions EDI. Ça, c'est un élément auquel on a parlé tantôt. Les transactions EDI font simplifier la communication entre vraiment le fournisseur et le client. Ça fait l'échange de données entre les deux pour remplacer les fichiers Excel, pour remplacer les courriels, les fax, les appels téléphoniques, pour s'envoyer de l'information. Il y a beaucoup de formulaires disponibles pour tout type de fonction ou de transaction qui peuvent être toutes consultées. Ensuite, le point 3, c'est l'automatisation et la mécanisation. Ça, c'est vraiment un point intéressant. Pour les prélèvements, il existe deux types de prélèvements pour la préparation de commandes. Le person to goods, qui est la personne, l'humain, qui se déplace vers les produits à faire la pige. Et de deux, le goods to person, c'est le produit qui se déplace vers la personne et ensuite la personne fait la pige de ce produit-là. Ces technologies-là peuvent être traduites dans deux buckets, disons. Les automatisations à investissement réduit et les automatisations à investissement plus élevé. Quelques exemples qui sont les Pictolite, le voice picking, des Putwall. Ça, c'est vraiment des technologies qu'on appelle plus hybrides. C'est pas du travail vraiment manuel, et c'est du travail automatisé, mais pas automatisé à 100%. C'est pour ça qu'on appelle ça un peu l'investissement réduit et hybride. Par la suite, on va regarder les automatisations à investissement plus élevé, tels que les palettiseurs, du ASRS, du VLM, des pallet runners, des bras robotiques, des VAG. Ça, c'est vraiment des solutions qui demandent beaucoup plus d'investissement, puis aussi que c'est des solutions qui sont plus complètes et qui demandent aussi moins d'interaction avec les humains. Et voilà quelques types d'exemples que vous pouvez voir. Le premier à la gauche, ça c'est AutoStore qu'on voit, similaire à Ocado que Sobase vient signer un contrat avec eux pour construire un centre pour leur distribution e-com. Quincaillerie Richelieu, eux, ils ont le AutoStore à Ville-Saint-Laurent. C'est un système de pige goods to person qui demande vraiment de la haute densité et qui sort quand même un bon throughput. Ensuite, au milieu, on a ce qu'on appelle un high bay ou du ASRS. Ça, c'est vraiment du stockage à la palette complète et de la pige à la caisse et même de la pige à la palette. Quelques exemples des compagnies qu'ils ont, on a Lumen, Ikea et Sobase, eux, c'est le système Witron à tabac. Et finalement, on a le A-Frame qui est chez Avon, Family Prix et Pharmacie Jean Coutu. Le A-Frame, c'est plus pour l'industrie cosmétique et pharmaceutique des plus petits produits qui n'ont pas risque de s'endommager. Comme que vous pouvez voir ici, le convoyeur les tire et les lance tout de suite sur le convoyeur et eux, ils se déplacent un peu plus loin. Ensuite, on tombe dans les drones et les AGV/AMR. Les AGV-AMR, comme vous pouvez voir à gauche, sont utilisés au CHUM. Le CHUM, l'hôpital les utilise pour faire vraiment le déplacement de toutes sortes de chariots, que ce soit de la buanderie, des déchets, des éléments chimiques ou même du service alimentaire. Au milieu ici, on voit Amazon, qu'eux, ils ont été un des premiers à utiliser le Kiva, le système Kiva qui maintenant a été changé à Amazon Robotics. Ça, c'est un système de goods to person où les étagères se déplacent vers l'employé pour faire la pige. C'est vraiment un système efficace parce que l'employé ne perd pas du temps pour faire son déplacement. Et juste en dessous, on voit aussi Amazon qui ont leur drone de livraison. C'est vraiment quelque chose d'intéressant parce qu'ils sont rendus maintenant à faire du same-day shipping, one-hour shipping et du two-hour shipping dans les États-Unis, dans quelques villes et quelques États. C'est sûr, c'est un système qui est encore en phase test, c'est toujours un prototype, mais soyez pas surpris si ça commence si Amazon commence à faire l'implantation de ces drones-là un peu partout. Et finalement, on voit à droite ici, L'Oréal, qu'eux, ils ont fait l'implantation d'un drone avec IC. C'est un drone pour faire les décomptes cycliques de leurs produits. Comme vous pouvez voir dans la vidéo,
il fait un peu le survol des étagères, il regarde, il scanne les codes barres et il compte les boîtes dans les étagères, dans les palettes. Ensuite, on tombe à la performance des solutions automatisées. Il y a plusieurs variables à considérer quand on choisit une solution, parce qu'il y a des solutions qui vont vraiment vous sortir du haut throughput versus d'autres qui vont vous sortir plus de densité. Fait que ça dépend vraiment de vos opérations et ce que vous cherchez. Si vous n'avez pas vraiment de l'espace entrepôt pour avoir une grosse solution comme un ASRS, c'est peut-être parce que c'est pas nécessaire pour vous, ou peut-être parce que votre entrepôt est trop petit, n'est pas apte pour ce type de technologie-là. Et les variables à considérer, c'est s'assurer qu'on a vraiment l'information logistique qui est disponible et qui est exacte, les bons profils de commande, que les capacités du site sont bonnes aussi, que ce soit l'auteur, le plancher qui est bien nivelé, et aussi la réassignation de la main-d'œuvre. Il faut voir qu'on a de la main-d'œuvre qui va être prête à travailler dans ces systèmes-là et avec ces systèmes-là. Et finalement, on tombe dans l'intelligence artificielle. Ce que vous allez voir ici, c'est 3 vidéos de comment que l'intelligence artificielle a été appliquée dans la logistique et dans la distribution. Premièrement, à la gauche, la première vidéo qu'on va voir, c'est ViewsX par SAP. Il a été fait en partenariat avec Google avec les lunettes intelligentes. Ces lunettes-là, ils donnent vraiment toutes les directions de quoi faire dans l'entrepôt. Toutes les tâches de travail sont vraiment indiquées et sont visuellement sur vos lunettes. Comme vous pouvez voir ici, les lunettes vont diriger l'employé dans la bonne allée. Ça lui dit directement, tout de suite, l'allée 17, zone 3. Et ensuite, il va lui dire, tu as un item à prendre. Il va lui diriger vers l'item. Ce qu'on ne voit pas dans la vidéo non plus, c'est qu'une fois qu'il prend l'item, il le regarde avec ses lunettes intelligentes et les lunettes scannent le code barre sur la boîte qui par la suite le confirme. Deuxièmement, au milieu ici, on a un bras robotique avec l'intelligence artificielle. On a été chanceux. Il a été lancé par Knapp lorsque nous, on était à Atlanta pour un salon de la logistique et de la distribution. Ce qui est intéressant sur ce bras robotique, c'est que ça, c'est la première fois qu'il fonctionne et le bras robotique apprend en travaillant. S'il essaie de prendre un produit et il a échappé, la prochaine fois qu'il va essayer de prendre ce même produit-là, il va appliquer d'autres méthodes pour s'assurer qu'il n'échappe plus. Et finalement, à la droite complète, on voit la détection faciale avec l'intelligence artificielle. Ça a été implanté en Irlande chez une compagnie de transformation de viande, juste pour être capable de faire le suivi vraiment de leurs animaux, pour voir est-ce qu'il a bien mangé, est-ce qu'il a bien bu, combien de distance qu'il a parcouru aujourd'hui, où est-ce qu'il se retrouve si je le recherche. Fait que ça, c'est tous des éléments de l'intelligence artificielle qui peuvent être implantés aujourd'hui dans vos opérations. Un autre élément de l'intelligence artificielle, c'est vraiment la connectivité des systèmes. Le plus que nos systèmes sont tous connectés, que ce soit nos transpalettes, que ce soit nos transpalettes avec nos systèmes, nos produits, nos rackings et nos solutions automatisées, le flux de tous ces éléments-là va se faire beaucoup plus facilement. On va être capable de réduire vraiment le nombre d'erreurs et d'améliorer la précision de vos flux, augmenter l'efficacité de votre centre de gestion, automatiser les processus les plus simples et répétitifs, allouer les ressources humaines sur les problèmes et la création de processus et les décisions stratégiques, et finalement, gérer les déplacements intralogistiques. Fait que c'est important de aussi noter que l'intelligence artificielle va permettre d'anticiper le comportement des consommateurs pour répondre à leurs besoins sans manque ni excès. Puis ça devient de plus en plus la réalité. Avec du predictive analysis, d'analyse prédictive, vous êtes capable de savoir qu'est-ce que le client va vouloir acheter basé sur ses tendances. Ensuite, on va tomber dans du RPA. Le RPA, c'est vraiment la robotisation des processus automatisés. Les processus répétitifs qui peuvent être remplacés par une solution automatisée, que ce soit un logiciel ou que ce soit un robot même, c'est vraiment quelque chose à considérer. Pour vous donner un exemple, plusieurs banques aujourd'hui utilisent du RPA dans leur gestion de formulaires. Quand ils reçoivent un formulaire pour une carte de crédit, par exemple, mais beaucoup de banques aujourd'hui utilisent un système où l'information sur ce formulaire se fait scanner et vraiment analyser une par une et
mis dans les bonnes et bien géré d'une certaine manière. Ensuite, un autre exemple, ça serait chez Walmart, ils utilisent 500 robots pour répondre à toutes les questions des employés et vraiment, ils font la récupération d'informations pour créer des documents d'audit. Et aussi, chez American Express, ils utilisent du RPA pour automatiser le processus d'annulation des billets d'avion. Ensuite, encore dans l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de facteurs, beaucoup d'autres éléments où l'intelligence artificielle pourrait être appliquée. Des exemples, comme je dis, va être dans les centres de distribution. Si vous avez fait l'implantation des véhicules autoguidés, avec l'intelligence artificielle, les véhicules pourront vraiment apprendre les routes et optimiser leurs routes eux-mêmes. Un autre élément, ça va être vraiment la prévision des pics de livraison, faire l'anticipation de la demande en fonction de l'activité web et médias sociaux. Si, par exemple, vous travaillez, vous êtes un 3PL, puis vous faites la livraison chez Nike et Nike met une promotion de 50% de rabais sur tous leurs items, vous savez déjà que vous allez avoir un gros rush ou un gros pic qui va s'en venir. Et avec l'intelligence artificielle, vous allez être capable de vraiment faire la prédiction de ces éléments-là. Et finalement, quelques autres exemples. On a parlé de l'entrepôt connecté. Le plus que votre entrepôt est connecté, le plus efficace et optimal qu'elle va être. Des camions de livraison autonomes, on a vu beaucoup de compagnies qui ont commencé à les faire, entre autres Uber et TuSimple. Et finalement, le réapprovisionnement préventif. Ça peut être fait au niveau du magasin comme que ça peut être fait au niveau de l'entrepôt. Il y a des systèmes, que ce soit par caméra, par RFID ou même des tablettes intelligentes, beaucoup de manières qui pourront vraiment faire ce réapprovisionnement préventif. Alors, juste pour finir, quelques éléments pour vous faire un peu penser. Au début, je vous avais parlé un peu des défis qui ont été établis après le sondage. En même temps, il y a eu un sondage qui a été fait en 2020 par la même compagnie pour savoir où est-ce que le monde pense faire des investissements en 2020, cette année. Je vous dirais plus que la moitié des personnes qui ont été sondées on dit que dans du cloud computing et du stockage qui vont faire leur investissement. Et comme vous voyez, les autres technologies, le monde ne prévoit pas faire tout de suite, mais quand même assez prochainement qu'ils vont faire ces investissements-là. Et finalement, pour revenir, les éléments à ne pas oublier, les éléments vraiment à considérer, faut faire un bon retour à la base, s'assurer de se regarder dans le miroir pour voir est-ce qu'on est prêt à vraiment se déplacer vers les autres éléments. Ensuite, se regarder et dire est-ce qu'on a les bons systèmes pour supporter les changements qu'on veut faire ou est-ce qu'on a besoin de systèmes? Par la suite, se regarder et dire quel type d'automatisation on va avoir besoin pour notre industrie et pour notre type de profil. Et finalement, regarder comment on peut impliquer de l'intelligence artificielle dans nos bureaux. Alors, je voudrais vous remercier pour le temps que vous avez pris pour assister au webinaire. Si jamais vous avez des questions, on a la période de questions qui débute tout de suite. Merci et au revoir.